de reconnaître qu'on est sur des territoires non cédés. Là, on est sur le nuage, mais je trouverais important qu'on puisse prendre un petit moment au départ pour reconnaître notre histoire blessée et les séquelles de la colonisation qui sont encore présentes chez les personnes et communautés autochtones. Donc, prendre le temps de reconnaître ça et d'honorer leur résilience, d'honorer le fait qu'elles sont avec nous aujourd'hui et que ensemble on essaie de cheminer justement dans cette démarche de justice, de réparation et de guérison. Alors, je nous invite à quelques temps de silence. Alors, on nous a demandé de parler du thème quand justice rime avec guérison. Et je voulais au début juste revenir sur le terme justice avant de passer la parole à Rosanne. Ceux qui étaient là jeudi à la présentation sur la justice réparatrice, vous avez déjà ces informations, mais je trouvais important de les redire pour ceux qui n'étaient pas présents. La racine étymologique du mot justice, il y a des liens avec des termes latins qui sont jugum et jungere. Jugum, c'est le joug, et jungere, c'est joindre. Et on voit vraiment tout de suite l'importance du droit, de l'ordre, de l'harmonie, hein. Le joug, cet instrument qu'on met sur le dos des bœufs pour qu'ils soient bien guidés et faire des sillons où on va mettre la semence. Et le Jungere, ben, c'est comment recréer des liens, un peu de relations ajustées. Et je voulais faire le lien entre la justice rétributive qu'on a souvent en tête et la justice réparatrice pour juste montrer la différence des deux conceptions. La justice rétributive, elle va regarder c'est quoi les conséquences au niveau de la violation de la loi plutôt. S'il y a eu une violation d'une loi, ben, il va y avoir une punition, une sanction qui va être prévue. Tandis que la justice réparatrice, elle s'intéresse à la vie des personnes et de la communauté, et notamment les conséquences que ça a eu, comment des liens ont pu être brisés, comment la confiance a pu être brisée. Et donc, vous voyez tout de suite qu'on est dans une démarche plus de réparation et non de punition, avec le petit enjeu qu'au niveau de la justice réparatrice, on parle d'une démarche volontaire qui est basée sur le dialogue et justement la réparation. Et souvent, dans le contexte de justice réparatrice, on va plus parler de réparation, peut-être de libération, mais c'est rare qu'on l'associe au terme guérison. Parce que souvent, ben, au niveau occidental, la guérison, c'est thérapeutique. Alors, on aime bien, hein, de justice, c'est différent de la thérapie ou autre. Donc, on a comme un peu des visions plus par domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau autochtone, la guérison, ben, il y a une vision beaucoup plus sociale et collective que Rosanne va pouvoir nous présenter. Et là, on voit tout de suite les liens qu'il peut y avoir avec la notion de justice. Et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous montrer cette évolution justement avec cette conception autochtone du mot justice et du mot guérison et comment les deux sont très liés et vous présenter deux expériences qu'on a vécues au CSJR qui vont dans ce sens-là. Comme ça, ce sera des exemples très concrets. Alors, je te laisse la parole, Rosanne, pour nous parler de la guérison. D'accord, merci. Alors, bonjour tout le monde, puis merci d'être là. J'aimerais tout d'abord pour parler de guérison en lien avec la justice. euh, J'aimerais mentionner que en milieu carcéral au Canada, présentement, les femmes autochtones, les autochtones représentent 5% de la population. Mais en milieu carcéral, la population autochtone représente au-dessus de 30% de la population incarcérée. Chez les femmes autochtones, c'est encore plus élevé. C'est 50%. 50% des femmes en milieu carcéral fédéral sont autochtones. Et au Canada, il y a seulement 5 institutions. Alors, les femmes qui sont incarcérées risquent aussi souvent de se retrouver loin de chez elles, loin de leur communauté, loin de leurs enfants. Alors, mais pourquoi je mentionne ces statistiques-là? C'est que on ne peut pas tout simplement parler de justice rétributive comme expliquait Estelle.
ça prend une réparation. Puis, tous ces gens-là, c'est important, je pense, qu'on les soutient dans leur parcours. Il faut éviter le jugement, puis peut-être aller voir dans leur histoire pour mieux comprendre cette situation qu'on retrouve là où 50% des femmes autochtones sont en milieu carcéral. Puis une façon pour justement les soutenir. Ça ne veut pas dire qu'on approuve les gestes qui ont été posés, mais pour les soutenir, il faut les soutenir ou leur donner des occasions de trouver une forme de guérison qui va les aider sur le plan personnel, mais aussi au niveau communautaire pour qu'elles puissent de nouveau faire partie de la communauté. Alors, puis c'est une des raisons que j'expliquerai pourquoi plus tard, là, plus tard dans la présentation, pourquoi je crois, pourquoi je suis impliquée au niveau de guérison des mémoires. Parce qu'on parle de justice ou non, la guérison de la personne est importante pour son bien-être euh, à tous les niveaux, familial, social. Alors, c'est pour ça que je voulais parler comme de guérison, parce que oui, en effet, la guérison touche aussi la justice, le parcours. Puis, on parle de guérison sociale. C'est écrit ici parce qu'avec la guérison sociale et individuelle, comme on le mentionne ici, collectif ou social, on peut à ce moment-là parler de réintégration, réadaptation, rétablissement des personnes en situation de vulnérabilité. On peut changer de, alors moi, je vais, dans la façon qu'on va procéder, Estelle et moi, c'est que moi, je vais vous faire une présentation sur guérison des mémoires. Estelle va suivre aussi avec des expériences, des rassemblements qu'on a organisés, qu'on a vécu avec les Autochtones. Alors, cette partie-là qui porte sur guérison des mémoires, je vous en parlerai. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Puis, j'ai vu aussi parmi les participants qu'il y a un autre animateur avec nous ce matin, Raoul Lincourt. Plus tard, lorsqu'on aura un moment de partage, Raoul, tu pourras apporter ton point de vue. Il y a aussi Marie-André Turcotte et Pierre Monpetit qui ont participé à des ateliers. Alors, si vous voulez plus tard, lorsqu'on va avoir des échanges, si vous voulez intervenir, ça sera un bon moment. Ça nous fera plaisir de vous entendre. Alors, la guérison des mémoires a débuté en Afrique du Sud. J'aimerais vous parler rapidement du fondateur de Guéri des Ateliers, c'est Michael Lapsley, qui lui est australien, mais qui a vécu en Afrique du Sud et qui était très impliqué dans la lutte contre l'apartheid. Puis lui-même, Michael Lapsley, à cause de son implication, de ses convictions, il a reçu une enveloppe piégée qui l'a laissé handicapé. Il a perdu ses deux mains. Il a perdu un œil. Je pense qu'il a même perdu la possibilité d'entendre d'une oreille. Alors maintenant, quand il voyage, il doit voyager avec quelqu'un parce que il se débrouille très, très bien. Son réhabilitation s'est très bien faite. Puis, dans les difficultés qu'il a vécues, il a fondé Guérison des mémoires. Bon, puis en Afrique du Sud, on a la vision Ubuntu, qui est une vision qui est très ancienne, et on mentionne que le but, c'est de promouvoir, la vision, c'est de promouvoir l'harmonie sociale en reconnaissant que l'identité individuelle, le bien-être individuel est aussi lié au bien-être de la communauté. Et c'est vice-versa également. Le bien-être de la communauté est lié au bien-être de l'individu. Chez les Autochtones, il y a, par exemple, il y a aussi des concepts qui rejoignent le concept, ils se rejoignent ces concepts, que ce soit de l'Afrique du Sud ou bien ici en Amérique du Nord. Par exemple, un des concepts s'appelle Mino Pinatisiwin. Puis Mino Pinatisiwin, ça veut dire de bien vivre, de mener une belle vie. Et
un outil qui est souvent employé tant pour la guérison chez les gens qui sont les gens autochtones en milieu carcéral ou ailleurs, chez les étudiants, chez les jeunes. Un outil qui est fréquemment utilisé, c'est la roue de la médecine qui comprend justement quatre dimensions. Et c'est la dimension émotionnelle, physique, mentale et spirituelle parce que on est en recherche d'un équilibre et c'est aussi une approche holistique qui va favoriser justement la connaissance de soi, l'estime de soi. Et avec ça vient justement le mieux vivre. On se sent mieux et parce qu'on se sent bien en soi, chez soi, ben, on est bien aussi avec les autres. On peut changer. Alors là, je vais vous parler rapidement. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est guérison des mémoires, ce qu'est un atelier, sans trop non plus entrer trop dans les détails parce que ce qui se passe lors d'un atelier, c'est confidentiel. Hein, tous les participants, puis ça vient naturellement, là, ce respect de confidentialité. Donc, là, ah oui, je vous l'avais expliqué que ça avait été créé en Afrique du Sud. Et maintenant, grâce au CSJR, on a aussi des ateliers au Québec, dont 14 ont été organisés. Nous sommes 6 animateurs et animatrices certifiés, dont Estelle, Raoul et moi, et il y en a d'autres aussi. Alors, bon, ces ateliers-là, qu'est-ce qu'ils visent? Bon, c'est un temps de partage, d'écoute, de créativité et de rencontre. J'aimerais, bon, je vais peut-être, il y a un autre diapo, mais je vais aller d'une diapo à l'autre, puis on passera plus rapidement. Ces ateliers-là, c'est un temps, c'est un moment pour nous permettre de regarder notre parcours de vie, de réfléchir sur nos expériences depuis à partir de notre enfance. C'est aussi un moment pour regarder nos émotions. Quelles sont les émotions qu'on vit présentement? Mais aussi, quelles sont les émotions qu'on a vécues depuis notre jeunesse, puis qui continuent à avoir un impact sur nous? Euh, Puis, il y a des gens de tous les milieux, mais quand on est ensemble en atelier, on pourrait être assis à côté de quelqu'un qui a une vie professionnelle très épanouie, comme ça pourrait être quelqu'un qui préfère la solitude, on ne le sent pas. Parce que quand on est ensemble pour l'atelier, il y a des activités qui sont organisées qui nous permettent justement d'être un groupe, d'être ensemble, malgré grâce à la diversité des gens, malgré la diversité. Euh, Comme je disais aussi, c'est un moment justement pour regarder, réfléchir et de partager. On parle de notre parcours, on le partage avec les autres, mais dans une ambiance ou dans un déroulement où il y a eu des activités qui nous ont permis de nous préparer, de réfléchir dans la solitude, on prend notre temps, puis ensuite, il y a des activités où on est en sous-groupe, où justement, là, c'est le moment d'échanger. Puis c'est toujours dans le grand respect et dans l'écoute. Quand c'est à notre tour, on se sent écouté. Puis ensuite, c'est à notre tour d'écouter l'autre. Alors, c'est pour ça, c'est de cette façon-là qu'on devient des guérisseurs les uns pour les autres. Parce que ce qu'on donne, on le reçoit aussi. Et, euh, et les activités sont planifiées de cette façon-là. Puis, les animateurs, on est là pour encadrer, pour donner les explications, on prépare les locaux, mais en même temps, on participe. Donc, on n'est pas des observateurs pour voir, bon, ben, oui, quelqu'un, oui, tu as bien rempli ton rôle. Non, pas du tout. On est des participants au processus. Alors, toutes les activités que les participants vont faire, on les fait aussi tout en guidant. On est là aussi, on partage aussi notre parcours
on parle de nos expériences, mais aussi on écoute. Alors, j'ai peut-être un peu, là, on voit à qui s'adresse l'atelier. Bon, ben, ça s'adresse à une personne qui veut relire sa vie dans une perspective réparatrice. Donc, ça veut dire que c'est pour les gens qui veulent prendre du temps pour soi, pour justement regarder qu'est-ce qui me dérange, ou qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Quelle est la blessure que je porte aujourd'hui? Puis, on n'est pas des thérapeutes, mais il reste que quand on regarde nos blessures, qu'on a l'occasion d'en parler, ben, il se passe quelque chose. Nos blessures sont reconnues, puis par les autres. Et aussi, puis c'est important aussi. Tantôt, je parlais des gens en milieu carcéral. Bon, ben, c'est peut-être des gens qui n'ont jamais été entendus. Même aujourd'hui, les enfants placés par la DPJ ou placés en famille d'accueil, plus de 50% des enfants au Canada sont autochtones. Alors, voyez-vous, c'est un moment pour justement reconnaître l'importance de la personne et l'importance et d'entendre ses blessures. C'est une façon de donner de l'importance à quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui part de chez lui, de chez elle pour une fin de semaine, c'est se donner du temps pour soi. Donc, le prochain atelier va avoir lieu à Granby, à la Maison des Trinitaires. Pas parce que l'atelier est nécessairement à une portée religieuse, mais c'est que la Maison des Trinitaires offre un hébergement où chacun a sa chambre parce que c'est important de pouvoir bien se reposer, mais il y a les services, c'est que il y a la cafétéria, donc grâce au service d'hébergement, ça nous permet d'être ensemble toute la fin de semaine, vivre ce qu'on a à vivre, mais aussi de s'éloigner de son milieu pour justement ne pas être préoccupé par ce que notre quotidien, nos engagements quotidiens demandent de nous. Alors, OK, merci. Donc, ici, bon, l'atelier dure 3 jours. Ça commence le vendredi, ça finit le vendredi soir, ça finit le dimanche après-midi. Puis on n'arrête pas. Même le samedi soir, on a quelque chose de prévu. Alors, ici, ce sont des exemples d'activités qu'on vit. Je ne veux pas encore trop en parler parce que c'est quelque chose qu'on vit, mais il y a, par exemple, pour encourager la réflexion, le regard sur soi, pour aussi l'écoute de l'autre, il y a des activités. Il y a par exemple une diaporama de photos avec la musique on regarde chacun, puis on a la possibilité de voir ben, comment ces photos-là nous parlent. Puis parce que c'est dans le silence, on a vraiment le temps d'être à l'écoute de soi, puis de regarder à l'intérieur. Des activités créatives. Puis ça aussi, c'est dans le silence, c'est dans la solitude, même s'il y a des gens qui sont à côté de nous, il y a une musique de fond qui nous permet justement de réaliser ces activités-là qui deviennent des moyens concrets pour nous aider à nous exprimer lorsque nous allons faire des partages, mais aussi qui nous aident à réfléchir. Qu'est-ce qui monte en soi? Puis puis qu'est-ce que ça nous dit? Puis au niveau des émotions. Il y a, donc, il y a des activités individuelles, en sous-groupe, peut-être 4 ou 5 personnes, mais il y a aussi des activités en grand groupe, lorsqu'on revient en grand groupe à la fin de la journée. Il y a le samedi soir aussi, on organise une soirée festive. C'est très simple, mais c'est organisé pour célébrer, souligner ce qu'on a vécu depuis vendredi soir, puis les efforts que les gens ont apportés. Et le lendemain, le dimanche, ben, c'est des activités qui nous permettent de regarder, bon, ben, qu'est-ce qu'on a vécu, puis où est-ce qu'on veut aller maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir surmonter?
on ne peut pas vraiment oublier, on n'oublie jamais le passé. Notre passé, notre vie, c'est notre parcours, c'est toujours avec nous. Mais il reste que le passé, des fois, les expériences douloureuses peuvent perdre leur emprise sur nous, ou bien peuvent faire un peu moins mal. Donc, c'est pas pour dire qu'une fin de semaine de guérison des mémoires va tout régler. Non, il n'y a rien qui règle tout. Même des thérapies. Mais il reste que chaque étape qu'on entreprend pour travailler sa guérison, ben, ça là, c'est bien fait. Alors, je vais donner la parole à Estelle, mais comme je disais, j'aimerais juste vous dire brièvement pourquoi moi je crois en l'importance là, des ateliers de guérison des mémoires. J'ai suivi quelques ateliers moi-même avant de devenir animatrice. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir une formation dans le cadre de quelques ateliers avec Michael Lapsley où je l'accompagnais directement lorsque lui animait des sous-groupes. Alors, moi, ça m'a aidé euh, pour mon expérience personnelle à moi. Mais comme je disais, lorsque vous m'avez présenté au début de notre présentation, j'ai toujours travaillé en milieu autochtone. Quand je suis arrivée à Montréal, ça fait plusieurs années déjà, ça fait plus de 40 ans, moi j'ai travaillé au Centre d'amitié autochtone de Montréal. Je suis retournée aux études et ensuite j'ai travaillé dans le domaine de l'intégration en emploi pour les gens autochtones qui sont loin du marché du travail. Alors, j'ai eu tout au long de ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle et familiale, j'ai eu l'occasion de voir les blessures des personnes autochtones. Mais tout le monde, tous les groupes sociaux ont leurs blessures, mais moi, je vous parle ce matin là, les blessures des personnes autochtones. Par exemple, quand je travaillais au Centre d'amitié autochtone de Montréal, j'ai eu l'occasion de côtoyer à ce moment-là beaucoup de gens qui avaient quitté leur communauté pour des raisons familiales ou des raisons de violence, puis qui arrivaient à Montréal dans une situation de vulnérabilité. Mais en arrivant à Montréal, on peut trouver refuge chez des gens qui vivent des situations comme nous, mais on ne retrouve pas nécessairement la sécurité. Mais j'ai entendu des histoires venant, par exemple, de femmes qui ont quitté des milieux de vie, la violence familiale. Pour des raisons, plusieurs raisons, ne pouvaient plus vivre chez elles, mais qui arrivaient à Montréal, puis qui revivaient des situations de violence, mais qui n'étaient peut-être pas rattachées à la famille, mais qui étaient toujours là. Alors, j'ai vu des femmes qui n'ont jamais été entendues. Puis, des fois, l'estime de soi est tellement basse que des fois, on justifie l'agresseur ou bien, ah ben, peut-être qu'il n'aura pas fallu que je sois là ou peut-être qu'il n'aura pas fallu que je porte la belle robe que je portais. Alors, j'ai entendu souvent, quand j'entendais des choses, des événements confidentiels, ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'on ne blâmait pas l'autre, on se blâmait soi-même. Puis, je me dis, il y a des gens qui ont besoin d'être entendus, de s'entendre aussi, puis d'être reconnus pour que leur expérience soit reconnue. Parce que oui, tu as raison d'avoir mal, tu es blessé parce qu'on t'a fait et tu as raison d'avoir mal, parce que c'est une vraie blessure. Mais il y a aussi, quand on prend conscience de nos blessures, on prend conscience aussi de nos forces. Ah, tu vois, on se rend compte, oui, j'ai vécu, j'ai traversé cela. Et vous regardez ce que ça m'a fait, malgré tout. Alors, il y a aussi ce côté-là. Il y a la reconnaissance de sa blessure, mais je me rends compte moi-même qu'en prenant conscience de nos blessures et on prend aussi conscience de notre résilience, de nos forces. Donc, c'est un exemple. Puis le dernier exemple, et ensuite je vais donner la parole à Estelle, c'est comme dans le cadre de mon travail. Je vous disais tantôt, ma sœur est ici, Louise. Louise aussi, elle a travaillé, elle a accompagné des gens qui étaient en recherche d'emploi. Puis,
on a vu, je vais parler aussi pour Louise, elle pourra me corriger si je me trompe, mais on a vu des gens qui étaient loin du marché du travail, des jeunes, mais qui ont peut-être jamais eu la chance d'être valorisés, de la connaissance de soi, de se regarder puis voir, ben, ah, moi j'ai certains talents, ou bien moi, ah, c'est ça mon identité. Puis quand on découvre justement notre identité, ben, on découvre, oui, pourquoi, on comprend un peu plus pourquoi on a mal, mais on découvre aussi nos forces puis nos préférences. Alors, euh, donc, on a souvent accompagné des jeunes qui n'étaient pas prêts à, excusez-moi, à entreprendre une formation immédiatement, retourner à l'école ou commencer à travailler. Il y avait des compétences, on appelait ça pré-employabilité, mais c'était de travailler sur soi pour pouvoir justement réussir aux études, sa formation. Alors, on a vu des jeunes qui n'ont jamais vraiment vécu de réussite professionnelle, alors qui ont très peu d'attentes par rapport à eux-mêmes. Alors, guérison des mémoires ne changera peut-être pas le monde, mais je pense, selon moi, guérison des mémoires a quand même quelque chose à apporter, quelque chose à offrir dans le cheminement d'une personne blessée ou bien le cheminement d'une personne qui a déjà commencé déjà à travailler sa guérison. Alors, je vous dis merci. Je n'ai pas arrêté de parler, mais maintenant je donne la parole à Estelle. Un grand merci, Rosanne, vraiment. Ouais. On est très privilégiés au CSGR d'avoir Rosanne parmi nous dans l'équipe et comme animatrice. Elle a une capacité d'écoute qui est souvent très appréciée des personnes. Et quand Rosanne dit l'importance de la reconnaissance des gens, puis de les valoriser, d'aller nourrir ce qui est bon en eux, je trouve que ça fait vraiment partie de cette philosophie du Mino, puis Matitsiwin dont tu parlais au début, hein. Et le lien, ce que je trouvais intéressant avec Guérison des mémoires, c'est qu'en Afrique du Sud, l'objectif au départ, c'était de recréer des liens de confiance entre des personnes noires et des personnes blanches qui s'étaient pendant 40 ans vraiment ben, étaient séparées et n'avaient jamais eu à entendre l'histoire de l'autre. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant au Québec, c'est que dans les rencontres où il y a des personnes autochtones, des personnes québécoises, des personnes immigrantes, on apprend à entendre l'histoire de l'autre, à se mettre dans les mocassins un petit peu de l'autre personne pour essayer de comprendre sa perspective, de comprendre et de pouvoir, dans un climat de bienveillance, se relever ensemble, en fait. C'est vraiment cette dynamique-là qui est proposée. Je voudrais vous parler aussi d'une autre expérience qu'on a vécue en 2022 qui s'appelle la retraite Germe de justice. Et ça, c'est quelque chose, je vous dirais, qu'on n'avait pas prévu. Euh, J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous êtes au Québec et vous avez entendu parler de ce drame de la mort de Joyce Echaquan en 2020. Cette jeune femme de 37 ans, Atikamek, qui était à l'hôpital et qu'on a refusé de soigner. Et à cause de ça, elle est morte. Une mère de 7 enfants. Et qui a été comme un choc, vraiment, une prise de conscience, je pense, au niveau de la société québécoise sur la question du racisme systémique, même si elle n'est pas toujours reconnue. Mais il y a quand même cet enjeu-là qui est là, comme une séquelle de la colonisation. Et un an plus tard, en fait, il y a eu une célébration qui a été organisée pour justement à la demande des proches de Joyce Echaquan à la cathédrale de Joliette. Et il se trouve que j'étais invitée au nom du CSJR à aller à cette célébration. Et donc j'ai décidé d'y aller, en fait. Et là, j'ai été tellement touchée par cette célébration et d'entendre les témoignages des proches de Joyce qui parlaient d'elle et qui parlait d'elle comme une femme de prière. Et ça, on n'entendait pas parler dans les médias. Une femme qui était très impliquée dans la communauté catholique de Manawan,
Et c'est pour ça qu'ils avaient demandé cette célébration à la cathédrale de Joliette. Et lors de cette célébration, j'ai eu à rencontrer Nanette Ottawa, qui était une de ses amies, une femme de Manawan, avec qui on a commencé à échanger à la suite de la célébration. Et on a eu l'idée de organiser ensemble une retraite spirituelle où il y aurait des autochtones et des allochtones pour vivre ensemble quelque chose et apprendre à se connaître, en fait, recréer du lien après ce qui s'était passé. Puis Nanette me disait combien c'était un besoin de la communauté d'aller à l'écart et de se ressourcer après ce drame qui avait secoué évidemment toute la communauté. Et je vous avouerai qu'au début, j'avais dit, ben, lançons ce projet et je pensais le lancer à titre personnel parce que le CSJR n'est pas un organisme catholique ou religieux. Donc, j'avais pas du tout pensé avec ma casquette CSJR, mais vraiment à titre personnel. C'était un samedi. Et le mardi suivant, je reçois un appel au CSJR de Santé Canada, Division des Premières Nations, avec qui on avait des liens, parce qu'on avait déjà des projets financés par eux, notamment des projets La puissance de nos voix autochtones. Et la dame de Santé Canada me dit, Estelle, j'ai pensé à toi ce matin et je me suis demandé, est-ce que tu as des nouveaux projets auprès de communautés autochtones? Et là, j'étais vraiment surprise parce que j'en avais parlé à personne de ce qui s'était passé le week-end. Et donc, je lui dis, ben, c'est spécial que tu me demandes ça parce que voilà ce qui s'est passé cette fin de semaine. Puis, elle me dit, ben, écoute, si tu me dis que parce que c'est un besoin de la communauté, on va te soutenir. Il se trouve qu'on voulait financer un projet qui n'aura pas lieu, puis chercher un autre projet à financer. Là, j'en reviens pas parce que généralement, c'est très compliqué d'avoir du financement, hein. Dans les organismes, on cherche toujours du financement. Et là, le financement arrive. Mais avec ça, la question se pose pour moi de, ah ben oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que ce soit le CSJR qui embarque. Et donc, la justice réparatrice, que j'avais pas imaginé au départ. Et donc, j'en parle au conseil d'administration qui dit, ben, c'est sûr qu'on n'est pas un organisme religieux, mais si c'est un besoin de la communauté et si on intègre une dimension de la justice réparatrice, ben, tu as le feu vert. Donc, j'appelle Nanette et je lui dis, ben voilà, on a l'argent. On peut aller de l'avant. Je dis, ce qui est important, c'est ça va être qu'on soit le même nombre. Moitié autochtone, moitié allochtone, non autochtone. Et je lui dis, combien de personnes chez toi veulent vivre cette démarche? Et elle me dit 25. Alors là, je me dis, ouf, parce que par exemple, nos ateliers guérison des mémoires, c'est pour 25 personnes. Mais là, tout d'un coup, on parlait de 50 personnes parce qu'on voulait moitié-moitié. Donc 50 personnes, c'est plus le même, c'est plus la même taille de groupe en fait, hein. Mais je lui dis, OK, on va faire ça, on va être 50. Puis je lui dis, sur quel thème vous pensez que ce serait important on se réunisse? Et elle me dit la miséricorde. Donc, on décide de partir de la parabole du fils prodigue et de partir de ce thème-là. On monte ensemble un comité un peu pour penser au déroulement où on est moitié autochtone, moitié allochtone. On est 6 personnes. Après, on a un comité qui se met en place de musiciens, chanteurs, moitié autochtone, moitié allochtone pour aussi concevoir ensemble. Donc, c'est vraiment une démarche qu'on a conçue ensemble à partir de rien. Et on décide du lieu, on décide du moment. Donc tout s'organise. Et là, en fait, tout était beau. Et la semaine précédant la rencontre, la retraite, qui avait lieu d'un vendredi au dimanche en mai 2022, là, il y a un suicide dans la communauté, un suicide d'un jeune. Et là, c'est un peu euh, la panique dans la communauté, c'est un choc terrible dans la communauté, si bien que tout le monde veut soutenir la famille. Il y a vraiment beaucoup de solidarité quand il y a des deuils ou des drames comme ça dans la communauté. Et donc, tous ceux qui s'étaient inscrits sur la liste de Nanette se désistent au fur et à mesure parce que ben, ils veulent soutenir la famille et les funérailles ont lieu la fin de semaine où on a notre retraite. Donc,
il y a plus personne finalement et elle m'appelle en panique quelques jours, 2, 3 jours avant en disant on n'est plus que 6. Sauf que moi, j'ai 25 personnes de mon côté. Alors là, je dis, oh mon Dieu, ça va plus être la même affaire. Il faut vraiment qu'on soit moitié-moitié. Donc, je l'encourage à essayer de trouver d'autres personnes qui seraient désireuses de venir. Elle me dit, je vais faire tout mon possible, mais je t'assure de rien. Et le vendredi, donc ça commençait le vendredi, et là, je me dis, waouh, là, il faut que il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on soit le même nombre, là. Comme femme de prière, je me mets à prier aussi. Puis, en tout cas, je me dis, bon, on va faire confiance. Il y avait un bus qui était réservé qui partait de Manawan et qui arrivait chez nous. Donc là, le soir, l'après-midi, les gens commencent à arriver de mon groupe. Bon, les gens arrivent et le bus arrive. Et là, les gens sortent et je commence à calculer le nombre. J'étais curieuse de voir et on était exactement 46, 23 autochtones, 23 allochtones. Donc là, je me suis dit, waouh. Et dans le groupe des gens qui sortaient du bus, il y avait même des gens qu'elle avait attrapés au moment de partir du bus. Ils avaient même pas de valise. Ils avaient même, et là, ils arrivaient en disant, il faut que j'aille chercher du dentifrice parce que je sais même pas où je viens, mais je suis là. En tout cas, c'était vraiment toute une expérience d'arriver là. Ça m'avait beaucoup marqué. Et donc, pendant cette retraite-là, on a vraiment, au début, pris le temps de regarder quels sont mes besoins de justice et de guérison à titre personnel. À partir de la créativité, on avait Anne-Marie Fauré qui donne des ateliers de créativité à Manawan, justement, et Chinta, qui nous avait conçu un atelier de créativité et après, on se réunissait à partir de ce qu'on avait créé en petits groupes de 6, 3 autochtones, 3 allochtones, pour s'échanger nos histoires et se partager nos besoins de justice et de guérison à titre personnel. Et de commencer à entrer dans les histoires les unes des autres comme on fait à l'atelier guérison des mémoires. Puis donc, ça a été vraiment des moments très, très puissants où les gens se confiaient. Après, on a eu des temps un peu de réconciliation. On avait le sacrement de réconciliation, des temps de prière et autres. Donc, cette partie individuelle a été un moment important. Mais on voulait assez vite passer au collectif, comme on fait dans Guérison des mémoires, d'arriver aussi à la dimension collective. Et là, on s'est retrouvés, les allochtones d'un côté et les autochtones de l'autre, à réfléchir c'est quoi nos besoins de justice et de guérison à titre communautaire, comme communauté. Et ce temps-là où chacun était de son bord, en fait, on devait réfléchir à comment on veut le présenter à l'autre groupe dans un rituel qui allait se construire ensemble le soir, où on savait pas à l'avance ce qui allait se passer. Donc, c'était vraiment un saut dans la confiance. Et donc, en fait, par exemple, les allochtones, parce qu'ils nous ont demandé de commencer, nous, on a vraiment mis l'accent sur nos abus de pouvoir, ces moments où on est dans le jugement, où on est dans le sentiment d'être supérieur aux autres, autant vis-à-vis de la création. Il y avait un pauvre arbuste, au moins en plastique, qui a fait les frais de notre petit rituel de mimique pendant la célébration du rituel à la fin mais où c'était un moment où on voulait se remettre à égalité avec eux dans le cercle et les réintégrer dans le cercle. Donc ça a été un mime qui a été proposé à partir aussi d'un chant et tout ça. Puis après, eux nous ont invités dans ce qu'ils avaient à nous dire de leurs besoins de justice et de guérison. Et là, je vous dirais qu'on s'attendait pas à vivre quelque chose d'aussi puissant. Ils nous ont demandé, on aurait besoin de 3, 4 personnes de chez vous qui se mettent en cercle. Donc 3, 4 personnes de notre groupe se sont mis en cercle. Là, ils ont invité toutes les mères de l'Assemblée, les autochtones, les allochtones qui sont mères, à se mettre autour en cercle. Donc un deuxième cercle autour. Après, ils ont invité les aînés, autochtones, allochtones confondus, à se mettre en cercle dans un troisième cercle. Et tous les autres à se mettre dans le quatrième cercle. Donc, on avait 4 cercles les uns autour des autres. Et il y avait un franciscain qui était ici en Bure, qui est un prince, et elles lui ont dit, ben, toi, tu te mets à part.
et on va faire un jeu ensemble et tu vas devoir essayer d'attraper les gens du premier cercle. Donc là, c'est parti en jeu. C'est-à-dire que nous, on essayait de le bloquer, on riait parce qu'il suait en courant, essayait de passer les cercles, il n'y arrivait pas. On était dans le jeu, on riait, bon. Et à un moment, on voyait qu'il commençait à se fatiguer, donc on lui donnait un peu de chance de passer d'un cercle à l'autre. Et finalement, il arrive à passer au premier cercle et à attraper quelqu'un du premier cercle. Et là, en attrapant quelqu'un du premier cercle, tous les cercles s'éventrent. Et là, on était dans le rire, mais vraiment le rire, le jeu. Et à ce moment-là, il y a un cri, mais qui venait des entrailles, qui venait du fond des siècles, d'une femme autochtone qui était présente, qui s'est mise à crier, on nous prend nos enfants. Et là, tout le monde s'est mis, toutes les femmes se sont mises à pleurer, mais des sanglots, mais qui venaient de très très loin. Et là, on est passé de l'immense rire à là, c'était la tristesse, la détresse, c'était terrible. Et on s'est dit, c'est là qu'elle nous emmène. C'est là qu'elle nous emmène. Dans ces pensionnats où on leur a retiré leurs enfants. Et à ce moment-là, les femmes, on a entendu, je suis une survivante, je suis une survivante, je suis une survivante, je suis une survivante. Il y avait 10 femmes survivantes des pensionnats résidentiels qui étaient avec nous. On le savait pas. Et là, elles ont commencé à parler de ce qu'elles portaient, de cette souffrance immense qui était la leur. Et on a écouté. Et à un moment, il y a une femme plus jeune qui, elle, est partie en sanglots, en sanglots, en sanglots, et elle nous a dit, et moi, je suis une survivante des rapts d'enfants dans les années 60-70, où les bébés étaient kidnappés et dans les communautés placés en adoption. Et là, elle nous a conté son histoire. Et là, on était, mais tellement pris aux entrailles qu'on s'est tous mis à genoux. On, s- on savait plus quoi. On n'avait pas de mots. On a essayé de dire des mots, mais nos mots ne suffisaient plus. On était juste à genoux. Et à ce moment-là, ce qui a été touchant après toutes ces pleurs, c'est qu'il y en a une a dit, mais on est des résilients. Nous sommes résilients. Et ils ont commencé à nous relever les uns après les autres et à nous intégrer dans un cercle. Et dans ce cercle, elles ont commencé à chanter des berceuses en Atikamekw. Et quand on sait combien dans les pensionnats résidentiels on ne pouvait pas chanter en Atikamekw ou parler en Atikamekw, c'était d'une puissance extraordinaire de pouvoir écouter ces berceuses en Atikamekw et tourner comme pour se bercer ensemble collectivement. Et là, il y en a une à un moment, elle a dit, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. On veut vous dire qu'on vous aime. Et ils ont commencé à nous prendre chacune dans les bras les uns des autres. Et il y a eu des hugs et on était le même nombre, alors ça tombait bien. Mais il y a eu dans ces hugs beaucoup d'émotions, des petits mots qui nous ont été dits à l'oreille ou qu'on a pu dire à l'oreille les uns des autres. Et ça a été un moment très, très puissant. Et le soir, on avait prévu, Nanette m'avait dit, il y a deux de nos aînés qui ont c'est leur jour d'anniversaire ce week-end. Donc, on avait prévu des gâteaux d'anniversaire. Et on a fêté ces anniversaires. Et quand on sait que dans les pensionnats, c'était interdit de fêter les anniversaires, je vous dis combien c'était très significatif pour tout le monde de fêter ces anniversaires de ces aînés qui étaient des survivants des pensionnats. Alors voilà, donc je vous dis que ça a été une journée très très intense ce samedi-là et le dimanche on a fini par un rituel de clôture tous ensemble qui a été très important.
Et juste vous dire aussi qu'à la suite de ça, comme pour beaucoup, ça a été très une découverte aussi de découvrir ces histoires de rapt d'enfants. On connaissait beaucoup les pensionnats à cause de la commission Vérité et Réconciliation et tout ça, mais les rapts d'enfants dans les hôpitaux, on entendait moins parler de ça dans les institutions. Donc, on a organisé à Joliette le septembre suivant un grand rassemblement où il y avait aussi moitié autochtone, moitié allochtone et beaucoup de personnes qui avaient eu des rapes d'enfants dans leur famille qui sont venues parler de ce qui s'était passé. Donc, c'était comme un suivi qu'on a fait avec eux à la suite de cette retraite-là. Donc, je voulais juste vous partager ça pour vous rappeler comment c'est important parfois de ces liens et de s'écouter les uns les autres, mais de s'écouter aussi au niveau de nos souffrances, combien c'est important d'écouter ces émotions-là. Et c'est là où on a vécu cette démarche de justice réparatrice ou même transformatrice. La justice transformatrice, c'est vraiment travailler sur des enjeux collectifs. Et cette semaine, je demandais à Nanette, justement, avec qui je suis restée en lien, avec le recul, comment tu vois cette démarche et comment les gens de la communauté ont vécu cette démarche. Puis elle m'a dit, ça a été tellement puissant pour tout le monde, tellement réparateur, et on a juste le goût qu'il y en ait d'autres, et on va se reparler parce qu'on veut qu'il y en ait d'autres. Donc c'est cette expérience-là qu'on voulait vous témoigner. Et justement, ben, on, pour clore, vous montrer un petit diaporama qu'on a fait parce que je trouve que les images parlent mieux que les mots. Ça, c'est un petit diaporama de 3 mots, de 3 minutes, à partir de la chanson Mamo, qui a été faite par Alain Gignac, qui est allochtone, et Sake Ottawa, qui est Atikamekw. Et ça veut dire ensemble. Ensemble, on peut faire des choses et ensemble, on peut avancer. Alors, je crois que Marie-Josée, c'est toi qui peut nous transmettre ce diaporama, puis ça peut être l'occasion de voir comment ça résonne pour vous, puis ça pourra nous guider dans l'échange. Merci. Une terre, une maison, et que passent les saisons. Eukaski, Eukmigam, mi Bruno está qui. Je marcherai la terre que je te partagerai. Elle sera sans frontières, comme un fer je t'aimerai. À chacun ses coutumes, à chacun ses chansons. Je te chanterai les miennes, j'écouterai tes passions. Pays
temps de partage et d'échange avec Estelle et Rosanne à la suite de leur très riche intervention, mais nous avons choisi de tout de suite enchaîner avec un temps d'écoute de la parole de Dieu et l'intervention de Laurette qui va nous faire une relecture de ce texte de la parole de Dieu. Vous mettre à l'écoute du texte que Rosanne va nous proclamer et de ce que l'Esprit fait, vient travailler en vous. Et ensuite, à vous mettre à l'écoute de Laurette qui va en faire une relecture. Merci. À l'écoute de la parole. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta pour lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur, serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Parole du Seigneur. De ce texte de Matthieu, la dernière phrase m'a interpellée et il se lit comme suit. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère au fond du cœur. N'est-ce pas pour moi de reconnaître que le Seigneur, par son Esprit Saint, est venu en moi pour changer mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire que tout au long de mon existence, toute situation vécue devient une occasion de me laisser évangéliser afin d'entendre la résonance de l'accueil et de la reconstruction qui vient du cœur même de Dieu, en moi, pour moi, en toute vérité,
afin de reconnaître le mal qui m'habite, qui m'éloigne de Dieu, de moi-même et de l'autre. Il n'existe aucune situation que la voix de la réconciliation, de justice, ne puisse se faire entendre, car le Christ Jésus a vaincu la mort, a vaincu le mal. J'ai besoin d'être guéri des conséquences du péché en moi, car je serai jugé sur le regard que je pose sur l'autre, sur moi et sur Dieu. Quel regard je pose sur l'autre, s'il appartient à une autre ethnie, s'il est homosexuel ou appartenant même à une autre confession, s'il est un meurtrier, handicapé, déficient, prostitué, un sans-abri ou celui qui s'est suicidé. Personne n'a besoin du regard condescendant de l'autre, car ça ne ressemble pas au regard de Dieu sur moi ou sur l'autre. Le meurtre fait partie de l'histoire de notre vie parce que j'ai un frère qui a commis un meurtre il y a quelques années. Ça a tellement été vraiment bouleversant pour toute ma famille, pour moi, mes frères, mes sœurs. J'ai souhaité la mort de mon frère, car je ne supportais pas l'idée qu'il allait porter en mémoire ce geste odieux qu'il avait fait. Et l'impact immense que ça a été pour ma famille. Je voyais ses regrets ou encore cet anéantissement de sa personne. Alors, en prière, une émotion est montée sur moi, de moi au plus profond de mon cœur. Ça ne pouvait pas être une parole venant de moi, car moi je souhaitais sa mort. La parole disait en moi, au jour de sa naissance, je l'ai aimé, et malgré ce qu'il a fait, je l'aime toujours. Cette expérience a changé mon regard sur mon frère et sur mon prochain. Je vais vous parler d'une expérience d'un jeune que j'ai connu. Il devait avoir 8 ans. Son père était en prison parce qu'il avait commis un meurtre. Et l'enfant était vraiment très perturbé, vivant beaucoup de colère, d'agressivité sur soi, sur sa mère ou sur les autres enfants qu'il rencontrait. On m'a parlé de lui et je demandais à le rencontrer. Je lui ai parlé de mon expérience que moi aussi j'ai vécue. Je lui ai dit que j'aimais mon frère, que le geste était inacceptable aux yeux de Dieu, à mes propres yeux, mais la personne est aimée de Dieu et que moi, j'ai à l'aimer parce qu'il demeure toujours mon frère. Il avait peut-être des questionnements pour lui de ne pas être aimé, de ne pas être capable d'aimer vraiment son père parce qu'il y avait comme un interdit de rejoindre cette personne qui était son père dans le geste qu'il avait posé. Est-ce que les gens vont m'accepter du fait que l'amour que j'ai pour mon père est justifiable à mes yeux? Oui, au regard de Dieu, car son amour est éternel. Je lui ai demandé s'il aimait son père. Il a répondu oui. Le mal est autour de nous et en nous, chez l'autre. Et je serai, malgré tout ce que je vis et ce que les autres vivent, nous serons jugés par le regard que nous posons sur l'autre. Tout au long de ma vie, j'ai vécu du racisme, du dénigrement. Et j'ai vécu une expérience il y a quelque temps. Je travaille en vérité réconciliation pour les écoles à l'automne dans ma région.
parce que pour moi, c'est important de guérir, de ne plus être victime de mon histoire, mais de me relever debout, d'être résiliente. J'anime des ateliers, je parle de ma culture aux enfants, je parle du peuple auquel nous appartenons. Et après cette rencontre avec les enfants, j'étais au supermarché, je marche, et voici qu'un enfant, il devait avoir 8 ou 9 ans, vient vers moi. Moi, je ne le connais pas. C'est un jeune allochtone. Et me dit, je te connais, tu es Madame Laurette, tu es venue dans mon école. Et puis, j'ai dit, quel est ton nom? Il me dit, Antoine. Ah oui, je me souviens de toi, parce que quand j'ai demandé le nom de tous les élèves de ta classe, tu t'es nommé et je t'ai dit, tu portes le même prénom que mon petit-fils. Je sais qui tu es. Et puis, je lui ai dit, je vais retourner encore l'année prochaine dans ton école. J'espère que je vais te voir. Et cette rencontre a bouleversé ma vie. Qu'un enfant allochtone me regarde vraiment sans aucun jugement et me reconnaisse comme quelqu'un qu'on peut vraiment fréquenter, aimer, côtoyer. La guérison pour moi ça a été vraiment comme un choc. La guérison a été comme une guérison comme instantanée de tout le mépris, de tout le racisme que j'avais vécu au cours de ma vie, que le regard d'un enfant pur me regarde de cette manière-là. Et cette guérison, pour moi, elle est importante parce qu'elle me remet encore debout, de croire et d'espérer qu'on peut changer le monde, qu'on peut vraiment se réconcilier, que c'est nous est donné à nous, parce que le cœur que nous avons au plus profond de notre être, le Seigneur y demeure. Et moi, au contact des enfants, ça m'a permis aussi de comprendre que la guérison peut venir d'eux aussi, d'un enfant, d'un tout petit. L'enfant qui est en train de vraiment faire les pas avec nous. Moi je leur disais, je compte sur vous parce que je ne veux pas vraiment prendre, moi, comme toujours, le rôle de victime. Je crois en vous parce que vous êtes la génération qui allait changer le monde. Parce que vous êtes vraiment en marche vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'ai connu. Et j'ai confiance en vous. Le péché de l'autre ne doit pas nous empêcher à le dénigrer lui en tant que personne. Parce que le Seigneur, il est notre juge. Il jugera bien sûr le mal qui est en nous. Mais en même temps, l'amour qu'il nous porte ne disparaîtra jamais. C'est à moi à faire le pas pour que mon cœur de pierre change. Et jusqu'à la fin de mes jours, cette marche vers le Père sera difficile, je le sais, parce que nous sommes tous des blessés, le monde est blessé autour de nous. Et à travers le regard que le Seigneur a changé en moi, ma manière à moi de regarder la nature qui est blessée, qui est détruite, le regard que je porte sur les animaux, les bêtes
qui sont maltraités, ça vient vraiment me chercher au plus profond de mon cœur, parce que c'est un don de Dieu, parce que nous avons été donnés, nommés par le Seigneur pour prendre soin de sa création et de ses créatures. Je remercie le Seigneur d'être passé par des enfants pour me guérir profondément. Puis le travail que j'ai à faire, moi, c'est d'être, malgré la violence qu'il y a dans ma communauté, à travers la prostitution, les suicides, à travers les dépendances sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Je ne peux quitter ma communauté parce que c'est ma famille. Et une des choses qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, que je peux reconnaître aujourd'hui, quand j'étais enfant, c'était vraiment la présence des aînés dans ma communauté. Parce que c'était un regard plein de tendresse et d'accueil, un regard de compassion pour moi, un regard qui n'était pas un regard de jugement porté sur moi, malgré les bêtises que j'ai faites ou que j'ai dites. Et ce regard-là, de ces aînés-là, me permet aujourd'hui, moi aussi, de comprendre comment il est important le regard en tant que grand-mère de la communauté pour mes petits-enfants, mais être grand-mère pour tous les autres enfants de la communauté. Le regard que je porte sur eux les relève, les met debout, leur donne confiance. Et parce que ce regard-là, je crois qu'il est teinté du regard de Dieu sur moi et sur les autres aussi. Et c'est la réflexion qui m'est venue, moi, tout au long de cette lecture. Puis, je remercie le Seigneur qu'il soit vraiment présent en moi, chez l'autre, mais dans toutes les communautés. Puis, je le remercie de sa grâce extraordinaire. Merci.